Comment être à Oxford en automne et ne pas vouloir lire du Dark Academia? C'est impossible. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog qui, vous l'aurez compris, va être consacré au Dark Academia, aux lectures, à l'ambiance, tout ça. Je compte en profiter à fond pendant mon séjour à Oxford. Je me suis préparé une petite sélection de lectures à partager avec vous. Quelques activités aussi que j'aimerais faire, notamment des visites historiques d'Oxford, des petites balades. Je pense que ça va être très chouette. J'ai vraiment hâte parce que ça fait plusieurs années que j'ai découvert le Dark Academia maintenant et c'est un sous-genre que j'aime beaucoup, que j'aime explorer dans ses différentes facettes aussi. Et vraiment, je suis à l'endroit, je pense, idéal pour continuer à le faire. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le Dark Academia, de découvrir Oxford et les lectures que j'ai prévues dans ce vlog, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Donc déjà, le Dark Academia, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de sous-culture littéraire qui est apparue sur Tumblr dans les années 2015 et qui se basait beaucoup sur une certaine esthétique. Le côté universitaire dans les grandes universités comme Oxford, Cambridge, la Ivy League aux États-Unis, ce côté vraiment d'études supérieures, donc vraiment tout un aspect très visuel, architecture et tout ça, qui est rattaché aussi à un aspect un peu enjeu académique. On va souvent suivre un ou plusieurs étudiants qui font des études classiques, littéraires, dans le théâtre, qui forment un groupe très serré avec des relations probablement toxiques au milieu de tout ça. Souvent, il va y avoir aussi une espèce d'ambiguïté dans les relations avec un professeur qui va être vu vraiment comme une figure contrôlante de la relation, vraiment un aspect un petit peu malsain dans tout ça, mais à la fois très envoûtant. Et puis un autre élément qu'on retrouve souvent dans le Dark Academia, c'est tout ce qui touche aux sociétés secrètes, aux secrets de l'université, du savoir, qui vont vraiment être explorés aussi. Ce qui vient très souvent avec un côté meurtre. Je peux pas trop le dire autrement, mais oui, souvent il y a aussi un aspect danger qui vient avec tout ça, un meurtre à camoufler, comment est-ce que les gens sont arrivés là, explorer vraiment la psyché des personnages dans un contexte très fermé. Pour moi, le Dark Academia, c'est vraiment ce mélange-là. Et comme je vous dis, ça fait plusieurs années que je lis dans ce sous-genre. Et je vous suggère plusieurs lectures là-dedans, dans ma vidéo recommandation d'automne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais pendant mon séjour à Oxford en particulier, j'avais envie de m'immerger encore plus dans cette esthétique. On va pas se mentir, c'est surtout une esthétique. Et donc, j'ai prévu plusieurs lectures. Comme je vous disais, la première, c'est notre lecture commune qu'on fait sur mon Patreon en français, qui est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est un classique du Dark Academia, un des livres qui est le plus repris et représenté dans ce genre et dans tout ce qui est inspiré Dark Academia, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est comme vraiment un des piliers. Il est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Il n'y a pas trop de milieu. C'est aussi un livre qui est très long à lire. Les chapitres, j'ai fait le découpage, sont très lents, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Pour moi, c'est vraiment un incontournable, donc je vais commencer le vlog avec lui. Et ensuite, j'ai prévu de lire un des livres que j'attendais le plus en 2025. Je pense que ça ne va pas vous surprendre non plus. C'est Catabasis de R.F. Kuang, qui va suivre deux étudiants qui vont essayer d'aller sauver leur professeur qui est en enfer, littéralement. J'adore R.F. Kuang, je trouve que c'est une autrice très atmosphérique dans ses écrits. J'avais beaucoup aimé Babel, qu'on peut catégoriser par certains aspects dans du Dark Academia, même si l'autrice a même dit que pour elle, c'est pas vraiment ça et ça va plus loin. Mais dans Catabasis, là, on y est vraiment à fond. Je sais qu'il n'est pas encore traduit en français, mais vu que tous ces autres livres ont été traduits, c'est sûr qu'il va s'en venir. Donc ça pourra vous donner une idée dans ce vlog de si c'est une sortie qui vous attire aussi. J'ai aussi prévu de lire pour ce vlog Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang, qui est l'autrice de The Sword of Kagan. Donc lui est sorti en français, Blood Over Bright Heaven, pas encore, mais ça se pourrait très fortement aussi. Et là, ça va être l'histoire d'une jeune femme qui intègre une académie magique où, en fait, elle va être la seule femme. Donc, ça va être un petit peu difficile, comme vous en doutez, pour elle. Elle va devoir s'associer avec un concierge, parce que c'est le seul qui veut bien travailler avec elle. Donc, le livre va venir beaucoup explorer toute cette dynamique de pouvoir, les enjeux magiques, de société et tout, et j'avais beaucoup aimé The Sword of Kagan, donc j'ai très hâte de redécouvrir l'autrice, de voir si peut-être ça va devenir une de mes autrices préférées, qui sait, c'est possible. Et si jamais j'ai le temps, je ne suis pas sûre, mais c'est possible que je lise également
The Incandescent de Emily Tesh. Et celui-là, c'est en fait, ce que je trouvais original, c'est que là, le point de vue principal, c'est celui de la directrice d'une académie, d'une université. On n'est pas du point de vue des élèves, comme on est souvent en Dark Academia, on va du point de vue de celle qui chapeaute l'établissement et qui doit veiller à ce que les démons ne l'envahissent pas. On est dans un univers où il y a de la magie, où il y a des démons. Je suis très intéressée surtout par le changement de perspective, tout en conservant ce milieu un peu universitaire sombre. Donc voilà pour le programme lecture. Comme je vous disais, j'ai aussi plusieurs activités de prévues. Notamment, je vais aller voir la Radcliffe Camera, qui est un des bâtiments les plus iconiques d'Oxford et une des bibliothèques de travail, je pense, les plus connues au monde. Donc j'ai très hâte et je pense que ça va bien nous mettre dans la vibe que je recherche. J'espère aussi pour vous faire découvrir un petit peu plus Oxford et toujours des activités cosy parce que voilà quand même. À commencer ce matin par une recette de petit déjeuner que j'ai vue sur Instagram et que je veux vraiment tester. Un petit déjeuner d'automne. Donc je vais me lancer là-dedans en espérant que ce soit pas trop compliqué, puis attaquer The Secret History et je vous reprendrai, pas quand j'en aurai lu quelques chapitres parce que sinon on va attendre longtemps, mais peut-être quand j'en serai à une dizaine, quinzaine de pourcents pour vous donner un premier avis. Je m'amuse à essayer de trouver différents coins pour filmer dans l'appart avec la poutre. On va voir si j'arrive à ne pas me cogner d'ici la fin de cet update. Écoutez, j'ai quand même bien avancé parce que le livre est très long. J'en suis à 15%, donc quelque part dans le 2e chapitre. Et on sent vraiment l'ambiance Dark Academia, genre ça coche toutes les cases. Si vous avez lu If We Were Villains, ça y fait beaucoup penser, même si The Secret History a été écrit pas mal de temps avant. Et en fait, ça commence avec un prologue où le narrateur nous dit plus ou moins que quelqu'un a été tué ou en tout cas est mort dans des circonstances pas naturelles et innocentes. Bunny, elle s'appelle la personne qui est morte. Et puis ensuite on fait un retour dans le temps, un retour quand le narrateur, Richard, est allé pour la première fois dans l'université de Hampton, qui vivait en Californie avec ses parents, il était pas très content de sa vie et tout. Il arrive à avoir une bourse pour aller à cette université-là et il arrive ensuite à devenir élève d'une classe très élitiste, où il y a juste 6 élèves, lui inclus, auprès d'un professeur, et donc qui vont étudier le grec et d'autres formes d'études classiques. Il a juste ce professeur-là, à part pour son cours de français, sinon tous ses cours sont avec ce même professeur. Donc faut vraiment se dire qu'il passe la journée, 5 jours par semaine, avec ce prof, avec les autres étudiants. Donc on sent de suite vraiment l'ambiance très petit groupe fermé, où il va y avoir des relations plus ou moins toxiques qui vont se mettre en place. On voit l'aura du professeur dès le début, qui est très envoûtant et qui a l'air tellement
gentil, mais qui peut-être a un côté manipulateur aussi envers ses élèves, sur lesquels il a un pouvoir quasi infini dans le milieu académique, peut-être même au-delà. Et puis on voit les différents élèves, lui c'est le seul qui est boursier, les autres sont quand même beaucoup plus aisés, donc il essaye de cacher ça, il y a des petites relations qui se mettent en place. Il observe beaucoup les choses pour le moment. Il y a certains foreshadowing, vous savez quand on dit une petite phrase qui indique qu'il y a des choses qui vont se passer plus tard, mais là on est vraiment surtout dans la mise en place de cette ambiance académique, très atmosphérique. Il y a des descriptions de l'automne, des couloirs de l'école, de ses sessions d'études. Vraiment, tu te l'imagines super bien. Et tu vois comment les relations commencent à se nouer et déjà la toxicité qui est présente. Et déjà les faces cachées de certaines personnes qui peuvent ressortir. Par exemple, le personnage de Bunny, qui on le sait va mourir, déjà est très homophobe. Il y a eu des propos très très durs et on les comprend dans le sens contexte historique parce que je placerai le livre peut-être dans les années 60. Il faut que je vérifie ça, mais c'est pas contemporain. Ça reste difficile à lire, c'est un peu comme dans Betty quand il y avait toutes les insultes très racistes et tout, ça reste dur à lire. Mais tu comprends que c'est pour montrer la vue de ce personnage-là en particulier. Et donc bon, on l'aime pas trop, Bunny était comme bon bah si c'est lui qui meurt, too bad. Pas trop de problèmes. Mais en plus de ça, tu vois qu'il est comme un peu arnaqueur sur les bords. Mais par contre, j'espère aussi que, vu qu'on sait que c'est lui qui meurt, j'espère qu'il va pas juste être dépeint comme ce personnage exécrable. J'espère qu'il va y avoir plus de profondeur ou d'autres aspects de lui qu'on va voir qui vont venir amener de la nuance, ou que les autres vont devenir aussi horribles que lui et donc ils sont tous mauvais, parce que c'est trop facile sinon de dire ah ben le pire d'entre eux c'est celui qui est mort. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nuances que ça, mais on va voir. Comme je vous dis, j'en suis au tout début et là c'est vraiment juste la mise en place. Il y a eu des discussions de cours de grec aussi, j'étais un peu perdue, mais j'étais comme ok, on va s'accrocher aux discussions académiques, c'est pas grave. Et c'est quand même quelque chose que j'aime avec le Dark Academia, ce côté vraiment discussion. Donc pour l'instant, j'aime vraiment bien cette lecture. J'y retrouve en fait ce que je voulais y retrouver. Ça correspond bien à mes attentes. Le seul truc, c'est que ça se passe en Nouvelle-Angleterre et que je suis à Oxford, mais on va prétendre. Ça se passe en automne pour l'instant, ça c'est plutôt cool. Les descriptions correspondent bien avec ce que j'ai autour de moi. Donc un bon début. Là, j'ai travaillé un petit peu sur du montage et tout. Je pense que je vais sortir, marcher, aller travailler dans un café 1 heure ou 2 de plus, mais après, je vais relire. Et mon défi, ça va être de pas reprendre mon ordi pour travailler jusqu'à demain. Gros défi pour moi, mais je veux vraiment essayer de lâcher du lest là-dessus. Et je suis très contente parce que en plus, j'ai trouvé donc le Maître des Illusions en livre audio sur Nextory. Donc je vais pouvoir le continuer pendant que je marche. Pas besoin de faire de pause. Et j'en profite du coup pour vous dire si jamais vous voulez utiliser mon lien Nextory, si jamais vous voulez tester les livres audio, c'est une application où il y a vraiment des milliers de titres que vous pouvez tester. Moi j'ai toujours été fan des livres audio, donc là quand ça me permet d'avancer un peu plus vite une lecture qui est très longue, j'apprécie aussi. Et donc si jamais vous voulez tenter l'aventure livre audio, si vous voulez tester ce livre-là sous ce format-là, peut-être, pour pas trop vous décourager, vous pouvez utiliser le lien qu'il y a dans la barre d'infos qui va vous donner 45 jours d'essai gratuit, soit 15 heures de lecture. Voilà, donc je suis équipée, numérique, audio, je le lâche pas, et j'ai envie de croire que j'arriverai à lire la moitié aujourd'hui, mais c'est peut-être un petit peu optimiste. On va voir. On January 2015, a Tumblr user named Quantum Child reblogged a mood board for Frances Abernathy, a character from Donna Tartt's novel The Secret History. White swans, Gothic architecture, Greek statues, and a pale white boy smoking a cigarette. This is one of the earliest archived examples of a Dark Academia post. Bon matin! Devinez qui c'est qui a réussi à atteindre les 50% du Maître des Illusions. C'est bon! Je suis contente. Franchement, je pensais pas, mais j'étais vraiment plongée dedans hier soir. J'avais pas envie de m'arrêter. Et j'ai même pas eu besoin de me coucher super tard. Genre, à 10h50, j'avais atteint les 50%. Donc, très contente de ça. Avant de vous parler du livre, je voulais quand même vous dire 2 autres petits trucs que j'ai fait.
hier. Le premier, c'est que je me suis trouvé une bougie d'automne. Parce que ça me manquait de ne pas avoir une petite bougie allumée. Vous savez, quand je m'installe avec mon thé, je me suis trouvé une playlist un peu sonore pour mettre en fond Dark Academia. Mais il m'a manqué une bougie pour être vraiment dans l'ambiance. Et donc, je suis allée à Sostren, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais moi, c'est la première fois que j'y allais. Et j'ai pris ça là. Alors, techniquement, je pense qu'elle était dans leur collection d'hiver, mais les odeurs, je trouve, font bien automne. C'est orange et clou de girofle. Comme j'ai le nez un petit peu bouché, je la sens pas à fond. Mais ça sent bon l'orange. Donc je vais pouvoir me l'allumer la prochaine session lecture que je me fais. J'ai très hâte. C'est les petits plaisirs de la vie. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai regardé une vidéo de The Book Leo, qui est une de mes youtubeuses préférées, sur le Dark Academia, justement. Le timing était parfait. Elle a posté une vidéo qui parle du Dark Academia de 2015, donc quand ça a fait ses premières apparitions sur Tumblr, comme je vous disais, jusqu'en 2025. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Comment ça a évolué? C'était hyper intéressant. Alors, au niveau de la définition du Dark Academia, c'était assez clair pour moi, mais je trouvais vraiment ça chouette de voir un peu les origines, comment ça a évolué, comment ça s'était transformé à travers la pandémie, l'influence de TikTok, quels étaient les courants dérivés maintenant et tout. Vraiment, très très chouette vidéo. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment d'aller la voir, à la fois pour mieux comprendre le genre, et puis si vous êtes plus curieux là-dessus. Et en effet, donc, The Secret History, le maître des illusions, c'est vraiment une des étincelles qui a lancé le Dark Academia parce qu'elle montrait un post sur Tumblr de 2015 qui était un moodboard esthétique. C'est très Tumblr. J'en faisais à l'époque aussi. Bref, un moodboard sur Francis de ce livre-là, The Secret History. C'est vraiment une des toutes premières traces de Dark Academia qui peut être retrouvée sur Internet. Et donc ça m'a conforté dans mon idée que ce livre-là, c'était vraiment la base du Dark Academia, et tu retrouves vraiment tout ce qui a été utilisé pour définir ce sous-genre. Je relève toutes ces choses-là que j'ai pu revoir dans d'autres livres qui sont venus après celui-là, mais donc c'est hyper intéressant de retourner aux bases et de voir comment tout a commencé un petit peu. Belle transition pour en revenir au livre et à ce que j'en pense. J'aime beaucoup parce que je retrouve toutes les thématiques que je m'attendais à retrouver. Tout ce côté académique, hyper atmosphérique, hyper romancisé aussi, hein. Ça c'est vraiment une des grosses thématiques Dark Academia, c'est que tu vas romanticize l'étude, le travail scolaire, les grands classiques de la littérature ou du théâtre, ici le grec en particulier. En plus de ça, on a tout ce côté relation entre les étudiants avec des moments plus ou moins directs de tension sexuelle, queer. Alors d'ailleurs ça me fait penser, je vous ai dit que je pensais que ça se passait dans les années 60, mais en fait c'est dans les années 80. J'étais un peu décalée. Je suis allée vérifier du coup parce que je voulais pas vous dire de bêtises. Mais donc ouais, il y a ces petits moments de tension, d'exploration sexuelle un petit peu où tout est très sous-entendu dans les regards, mais des fois aussi ça déborde un peu parce que on est avec des étudiants qui restent très hormonaux. C'est des jeunes adultes. Et puis tu sens aussi cette montée, cette culmination des tensions petit à petit au fil des pages, et tu sais comment ça va péter et qu'il va y avoir quelque chose de dramatique qui va se passer. Et tout ça, c'est vraiment ce qui se passe dans le livre, et donc j'adore l'ambiance, les personnages qui sont vraiment très privilégiés, oh my god. Et ce livre est d'ailleurs aussi une critique de l'élite, de ces enfants qui viennent de familles très très riches et qui ne vivent pas le monde de la même façon que le commun des mortels, et tu le vois bien dans la partie que j'ai lue encore plus, je trouve. Là, on avait posé les bases et puis là on explore vraiment encore plus cet aspect-là, et c'était hyper intéressant. Il y a plusieurs choses qui se passent qui te font vraiment réaliser qu'ils vivent dans leur propre monde, et Richard, le narrateur, qui lui vient d'une classe un peu plus pauvre, ou en tout cas pas riche, essaye de prétendre être parmi eux, mais il n'a pas les mêmes codes, et je pense que si tu n'as pas grandi dans ce milieu, tu peux essayer de faire semblant, mais il y a toujours des moments où ça va clasher, ou alors est-ce que tu vas te perdre à force de vouloir faire semblant. Tout ça, c'est des thématiques qui sont explorées. Et j'aime beaucoup. Ce que je trouve intéressant, c'est que, comme je vous disais, j'en suis à la moitié du livre. Et là, il vient de se passer le gros truc qu'on attendait un petit peu. Et donc, je suis comme, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 50 prochains pourcents? Parce que c'est quand même beaucoup de pages de lu, là, déjà. Et c'est que la moitié. Donc, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer par la suite. Comment l'événement qui a eu lieu va influencer leur relation et tout. J'ai très hâte, et vraiment je suis hyper contente de faire cette lecture. Je la trouve fascinante, genre plus que par exemple si je prends Mate où j'étais à fond émotionnellement et tout ça. Là c'est juste vraiment, je suis fascinée par ce que je lis.
Donc vous en doutez, j'ai très hâte de continuer. Du coup, j'ai décidé d'aller me promener ce matin parce que il fait soleil et apparemment ça va se couvrir et il va pleuvoir cet après-midi. Donc je vais en profiter que là du soleil pour aller prendre une petite marche, peut-être me prendre une boisson, me promener le long de la Tamise et continuer en audio. Ça y est, j'ai terminé The Secret History et il est même pas 8 heures. On est pas mal. Par contre, j'ai le cerveau plein. J'ai l'impression d'avoir fait trop fonctionner ma tête pendant ma lecture. Je sais pas si c'est juste l'écriture plus dense ou quoi, mais je me sens fatiguée. Donc, je pense pas que je vais lire plus ce soir. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir lire 3 Dark Academia la même semaine alors que c'est des lectures hyper denses? Je me sens pas du tout prête à attaquer Catabasis. On va prendre une pause ce soir et on va voir comment on se sent demain. Et pour mon avis, pour ce livre-là, ce sera aussi demain, je pense, parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Il s'est passé plein de choses dans la deuxième partie qui allait pas mal dans la direction générale de ce que j'attendais, même si j'avais pas les éléments spécifiques. Mais il faut que je réfléchisse vraiment à mon avis final et à qu'est-ce que je vais vous dire. Donc soirée relax, je vais probablement essayer de faire un peu de mon reading journal ou quelque chose comme ça. Et je vous donne mon avis demain. Bon, ma petite pause lecture de hier m'a fait du bien. Je me sens prête, je pense, à me relancer dans une lecture Dark Academia aujourd'hui. Ça a peut-être aidé aussi que, en audio, je me mette dans un livre totalement différent, qui est le 3e tome de Dungeon Crawler Carl, pendant mes petites marches. Donc, j'ai pu changer d'espace littéraire. Je suis prête à enchaîner. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous parler de mon avis final sur Le Maître des Illusions, The Secret History. Je vais le dire comme ça. J'ai apprécié ce que le livre faisait et mettait en place. Genre, je peux voir objectivement la valeur que ça a, les buts recherchés, tout ça, et je l'apprécie parce que c'est le livre fondateur du Dark Academia, et tu vois vraiment d'où toutes les bases de ce sous-genre ont été tirées, tout est là et tout. Maintenant, même si je suis capable d'apprécier objectivement ce que le livre fait, ayant lu des Dark Academia plus récents et donc plus modernes sur certaines choses et qui explorent plus de thématiques aussi qui m'interpellent, mais je dois lui reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César, que c'est grâce à lui qu'on a tout ça aujourd'hui. L'histoire, comme je vous disais, je pense hier, a pris le chemin auquel je m'attendais. On a une déchéance de toute façon de certains personnages qui s'étaient annoncés depuis la toute première page. Il y a certaines révélations, je suis comme... Est-ce que c'était vraiment obligé, ça vient rajouter un petit peu à toute l'ambiance de malaise et tout, mais je pense que ça se suffisait. Et puis c'était intéressant du coup d'avoir le livre découpé entre le avant l'événement et le après l'événement, ce qui a amené ce point-là et puis les impacts par la suite. Donc il y a vraiment plein d'aspects intéressants. Objectivement, c'est un livre qui je trouve est très très fascinant à lire, mais au point de vue du plaisir subjectif de lecture et appréciation vraiment de qu'est-ce que j'aime lire moi, je lui mettrai un 3,5 sur 5. Donc je suis contente d'avoir fait cette lecture, de savoir de quoi les gens parlent quand ils parlent de The Secret History. Il y a vraiment des passages qui m'ont beaucoup parlé et tout, et j'ai adoré me replonger
dans cet univers académique. Mais je suis prête maintenant à me lancer dans la lecture que j'attendais le plus de cette vidéo. Catabassiste Franck. Comme je vous le disais, il n'est pas encore paru en français parce qu'il est sorti cet automne, là, il n'y a pas longtemps, en anglais, mais c'est sûr que ça va s'en venir. Ne vous inquiétez pas. Et ne vous inquiétez pas aussi, mon avis sera sans spoiler. Donc vous pouvez regarder ça, c'est safe. Je vais d'abord manger, je pense, avant de me lancer dans ma lecture. Ce matin, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Blackwell, donc la librairie, pour faire quelques recherches et travailler sur la thématique du Cold Winter Challenge de cette année, parce que ça s'approche. J'ai découvert qu'ils avaient un espèce de sous-sol immense. Genre, ça me faisait l'effet de la salle où Indiana Jones, il met de l'Arche de l'Alliance à la fin, vous savez. Genre vraiment immense. Il y avait des livres, mais sur tous les sujets. Il y avait les... J'ai trop pensé à The Secret History, parce qu'il y avait toute une partie sur les classiques grecs et romains. Genre, moi, je me suis installée, il y avait des sculptures grecques, il y avait l'Iliade, l'Odyssée, des livres sur Platon, vraiment. J'avais l'impression d'être une étudiante à Oxford. J'ai aimé faire semblant pendant presque 2 heures d'étudier à Oxford. J'avais mes petits livres autour de moi, je faisais mes recherches sur mon ordi, je tapais mes idées, c'était super. Et ensuite, je suis allée à la Western Library, il y a des expos gratuites, je me suis dit, je vais faire un tour. J'avais fini un peu plus tôt que ce que je pensais. Et il y avait une expo sur John le Carré, qui est un auteur de romans d'espionnage. Et donc j'ai appris des choses sur John le Carré. Voilà. J'avais déjà vu son nom et je connais plusieurs des choses qu'il a faites dans The Night Manager, par exemple, avec Tom Hiddleston. Mais je ne connaissais pas particulièrement plus que ça, donc random, mais sympa. Je suis allée voir un deuxième coiffeur pour faire un autre test pour mes cheveux. Il va falloir que je décide qu'est-ce que je fais. C'est vraiment mon gros souci du moment. Donc une matinée bien remplie où je n'ai pas avancé sur ce vlog par contre, donc maintenant je vais y consacrer l'après-midi. Et de toute façon, il faut que je me repose parce que là j'ai mal au dos. Là ça fait 2-3 jours que j'ai recommencé à avoir mal au dos et je marche beaucoup, mais je me dis en même temps d'habitude marcher ça me fait du bien. Donc est-ce que je marche trop et là ça me fait mal? Je sais pas, mais j'ai mal. Le trajet du retour a été assez difficile. Donc repos cet après-midi, repos et lecture. Je voulais vous faire une petite update maintenant parce que on va bientôt commencer des reading sprints et je sais qu'après je vais pas vouloir m'arrêter. J'en suis à la page 100 du livre. J'ai enlevé la couverture parce que je l'abîmais et j'annote vraiment beaucoup, genre beaucoup. Donc ça ralentit peut-être un peu mon rythme de lecture, mais regardez ça. Je me régale. J'ai juste plein de commentaires à faire sur ce que je lis, parce qu'il y a pas mal de réflexions un peu académiques et tout, ou juste par rapport à des choses que j'expérimente à Oxford, parce que ça parle d'Oxford, même si ça se passe à Cambridge. Donc vraiment, je prends beaucoup de plaisir
à faire cette lecture. Pour vous redire un peu plus en détail maintenant que j'ai attaqué de quoi ça parle. On commence vraiment dès la première page à nous dire que l'héroïne, Alice, va aller en enfer récupérer l'âme de son professeur et qu'elle est plus ou moins responsable de sa mort. Donc, le décor est posé dès le début. Alors qu'elle est en train de tracer son incantation, il y a Peter, un autre élève, qui la rejoint et qui lui dit « Je viens avec toi, je m'insère dans ton rituel, on y va ». Et elle n'a pas trop le choix donc de partir avec lui. Et ensemble, ils vont essayer de traverser les 8 cercles de l'enfer pour aller sauver leur professeur. Donc ils ont fait le rituel. Ils sont en enfer, ils commencent à découvrir à quoi ça ressemble et on attaque le voyage avec eux. Donc à la fois je trouve l'idée hyper intéressante, on a un peu de contexte sur comment est-ce que Alice est responsable de la mort du professeur, qu'est-ce qui s'est passé, un peu la dynamique qu'il y avait entre elle et le prof. On voit aussi que Alice et Peter ont eu une relation dans le passé qui s'est terminée, on sait pas encore pourquoi, mais ça s'est pas super bien terminé. Donc ils sont un peu comme mal à l'aise l'un envers l'autre. Alice est encore pleine de colère envers Peter et tout. Lui il a l'air beaucoup plus nonchalant, mais très vulnérable à la fois, c'est un mélange intéressant. Et qui je trouve va bien avec son homonyme Peter Pan en fait. Mais donc ça amène à la fois une découverte individuelle des personnages, les deux je les trouve hyper intéressants, et aussi une découverte de leur relation, de comment elle évolue. Et ce qui est fun, c'est que le ton du livre est quand même assez sérieux et sombre. Il y a eu quelques scènes un peu... enfin, de décrites, mais il y a aussi de l'humour grâce à leurs interactions ou aux réflexions d'Alice et tout. Vraiment, il y a des petites touches d'humour, un peu soit de l'humour noir, soit un humour un peu aride, dry humor. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Au-delà de cet aspect, il y a tout le côté académique où je me régale vraiment à 200%. Donc c'est pas un dark academia où on va être dans l'école, vous savez, au niveau des descriptions et tout. Ils sont en enfer. Mais au niveau des discussions pseudo-philosophiques académiques, là, on est à fond. Déjà, dans toutes les descriptions sur l'enfer, on voit plusieurs théories sur l'enfer, comment elles se regroupent. Ensuite, il y a certaines questions qui se posent et qui vont amener des débats, vraiment. C'est un livre très scolaire et j'aime beaucoup. Alors, par contre, je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même assez particulier que tu aies des chapitres entiers qui te parlent d'analyse sur la réincarnation, sur est-ce que l'enfer est une dimension non euclidienne ou pas. Vous voyez, ça va quand même assez loin. Moi, je trouve ça très fascinant. Et donc, je ne vois pas les pages passer. Mais en même temps, je savoure vraiment cette lecture. Le fait que j'annote et tout, je m'immerge vraiment totalement. Je prends le temps de réfléchir à ce que je lis. Vraiment, je m'éclate. Et je retrouve le ton qui me manquait, je pense, dans The Secret History. J'ai plus d'intérêt pour les personnages. Il y a quand même des éléments plus modernes aussi qui me parle plus en tant que lectrice. Donc vraiment, j'adore. Et pourtant, oui, le livre se passe pas à notre époque. Je pense que ça se passe dans les années 90. Donc on avait The Secret Story dans les années 80. Celui-là, qui en théorie se passe dans les années 90, mais qui dans la manière où c'est écrit est beaucoup plus moderne et donc me plaît plus. En plus de ça, comme je vous disais, il y a des mentions à Cambridge où je vais aller passer une journée bientôt, donc je me suis bien post-it pour noter les adresses, et à Oxford. Et il y a un truc notamment qui était dit qui parlait de Radcam. Et si j'avais lu ça, mais genre avant de venir à Oxford, j'aurais pas su à quoi ça se référait. Et maintenant que je suis à Oxford, je sais que ça se réfère à la Radcliffe Camera, dont je vous ai déjà parlé, qui est une des bibliothèques bodléiennes. Et j'ai découvert le nom et tout en venant ici, et j'ai pu le reconnaître dans le livre. Si j'avais lu le livre avant, je n'aurais pas su. Et en plus, je vais le visiter. Donc je trouve ça très cool et très satisfaisant à vivre dans ma lecture. Ah oui, dernière petite chose que je voulais souligner, et après je vais aller faire le rappel des reading sprints qui sont dans moins d'une demi-heure. C'est souvent quand il y a des livres où il y a une quête, un voyage et tout ça, il y a des choses qu'on nous dit pas. Comme le fait d'avoir des besoins naturels à évacuer. Et là, j'ai aimé qu'il y ait une petite mention, non seulement à avoir envie de faire pipi, mais aussi, comment est-ce qu'elle appelle ça ? The other business, ou un truc comme ça. Et ça m'a fait rire, je suis comme, merci juste de le mentionner, de reconnaître que ça existe, parce que des fois on dirait qu'ils ont aucun besoin naturel, les gens qui partent dans des quêtes. Et je sais que c'est con, et c'est vraiment pas le principal d'un livre fantasy, mais j'aime bien. Voilà. Bon. Je m'arrête là, je vais voir jusqu'où j'arrive à le lire ce soir. Dans un monde idéal, j'aimerais lire la moitié, mais c'est peut-être un petit peu utopique. On va voir.
Je suis ravie de vous dire que hier soir, ça a été d'une efficacité redoutable déjà. On a fait des reading sprints pendant 5h30 avec Patreon. Genre j'ai fait un live super long, j'avais jamais fait ça. C'était assez fun et puis c'est passé vite au final ces 5h30. Alors j'ai fait une pause pour manger, je vous rassure. Mais quand même j'ai trouvé que ça passait plus rapidement qu'on pourrait penser que 5h30 passe. Genre 5h30 de cours, ça passe pas aussi vite. Mais donc j'ai pu terminer Catabasis. Oh, Thomas peut-être post-it. Ça me dérange vraiment pas que ça aille sur le jaspage en vrai. J'avais un code couleur au début. Et puis, comme j'ai pas noté l'index, bah, après je savais plus quelle grille était quoi, alors j'ai abandonné, j'y suis juste allée comme ça. Mais vraiment, une lecture tellement intéressante, académique, autant qu'une fiction puisse l'être. Je suis super contente de l'avoir lu à ce moment-là, en fait, en plus, parce qu'avec toutes les mentions de Cambridge, où je vais aller, ou d'être à Oxford en ce moment, vraiment, je me sentais dans le livre encore plus. Et c'était le moment idéal pour le lire. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement ? C'était une très très bonne lecture, même s'il y a eu certains développements de l'intrigue ou résolutions qui m'ont un peu moins plu, c'est pas la direction où j'aurais aimé que l'histoire aille. Du coup, ce serait un 4.25, ce qui, vous me direz, est quand même une très très bonne note. Et je pense que ce qui m'a fait aimer le livre autant, c'est vraiment tout le côté discussion académique, débat sur l'enfer, tous les paradoxes et tout qui sont nommés, parce que dans cet univers, la magie fonctionne sur les paradoxes. En fait, tu dois comme tromper la réalité pendant quelques secondes, lui faire croire que les règles, c'est autre chose pour arriver à faire de la magie. Il y a certains paradoxes que je connaissais déjà, comme Achille et la tortue, la flèche qui n'arrive jamais, certains que j'ai appris aussi, et puis tu dois relire des fois le passage plusieurs fois pour comprendre. Donc c'est sûr qu'il faut avoir envie de faire ce genre de lecture aussi. Pareil au niveau de l'enfer, elle fait beaucoup de références aux autres voyageurs de l'enfer dans la littérature. Et donc, il y a plein d'explications sur ce qu'eux en pensaient, sur différents mythes, différentes légendes du monde, comment est-ce qu'ils voient l'enfer et tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper fascinant. Je peux comprendre que ça ne plaise pas nécessairement à tout le monde, parce que du coup, ça amène une certaine ambiance au récit. Et en fait, justement, je pense que ce qui m'a fait enlever un peu des points sur ma note, c'est qu'il y a certaines actions ou choses qui se passent, c'est vraiment dur de pas spoiler, oh my God, qui pour moi sortaient de cette direction académique un peu contemplative, et j'aurais presque préféré que le livre garde ça jusqu'à la fin, dans cette espèce de cheminement en enfer que les personnages font. Et du coup, quand il y avait des choses un peu plus mundane ou classiques de fantasy qui apparaissaient, que ce soit au niveau des conflits ou des choses comme ça, j'étais comme ramenez-moi aux discussions sur les paradoxes, s'il vous plaît. C'était très gore, ça aussi, il faut que je le dise. Il y a une scène de violence envers un animal quand il est vivant et quand il est mort. C'était très très trash, gore, plus que trash peut-être. C'était dur à lire, vraiment. Donc juste sachez-le. Parce que moi là, en ayant des chats, c'était vraiment très très... J'en ai fait un cauchemar cette nuit, pour vous dire. R.F. Wong n'a pas peur de mettre des choses assez dégueu dans ses livres, et il y a quelques scènes comme ça vraiment descriptives, en même temps t'es en enfer, donc voilà. Ça c'était un peu plus dur. Je suis pas surprise, mais je suis dégoûtée quand même. Sinon, la structure de l'enfer était vraiment intéressante, parce que c'est pas complètement expliqué, et il y a des choses où tu peux dire, est-ce que c'est vraiment logique ça ? Mais j'ai décidé de juste suivre le chemin et pas trop me questionner. Mais leur enfer, c'est une université. Je pense qu'il y a une phrase qui dit « Hell is a campus ». Donc en fait, les premiers niveaux de l'enfer représentent différents endroits de l'université. Ils y croisent énormément de professeurs, d'étudiants, tout ça, de personnes de l'univers scolaire qui sont pris dans des espèces de dissertations infinies et tout. Donc vraiment, c'est un enfer académique. Et je pense que ça vient aussi beaucoup chercher dans toutes les absurdités qu'il peut y avoir dans ce milieu-là, et que l'autrice elle-même a vécu. Et c'est un enfer qui est un peu ajusté aux attentes et au monde intérieur des personnes qui y voyagent. Mais quand même, tu dis, sur l'infinité de l'enfer, le nombre de personnes qui y vont à travers les millénaires, ils croisent quand même beaucoup de monde qui connaissent, par exemple. Ça, c'est un des petits trucs, j'étais comme...
Ok, j'accepte. Mais c'est bien parce que c'est toi. Sinon, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'était le développement du personnage d'Alice. Alice n'est pas écrite pour être quelqu'un de particulièrement agréable. Elle a bien sûr des bons côtés, mais elle a aussi certains mauvais côtés qui vraiment te donnent envie de la secouer des fois. Notamment sa vision des autres femmes, et tu vois vraiment toute la misogynie intériorisée qu'elle a, et qui est intéressant dans le contexte des années 80 aussi, et toutes les réflexions qu'il y a autour des femmes dans le milieu académique, de comment elle est différente des autres et tout. Tu vois vraiment tout ce qu'elle a intériorisé. Et au début, elle est vraiment complètement brainwashed par son professeur. Genre, c'est clairement un culte, je vous jure. Tout son discours intérieur fait peur. Elle voit aucune autre réalité que celle où elle doit sauver son professeur. C'est le plus grand homme de la Terre et elle a besoin de lui pour réussir. Et elle dit vraiment des trucs, t'es comme ma fille, calme-toi. Mais le fait est que ça reste très vrai dans la description de comment ça se passe quand une figure d'autorité prend complètement l'emprise sur toi. Quand quelqu'un a l'emprise psychologique sur toi, et tu de la violence psychologique, de l'intimidation et toute chose de sorte de cette personne, mais tu t'y accroches quand même parce que tu es dans l'attente d'enfin faire la bonne chose et tout. Enfin, je trouvais que c'était hyper bien expliqué, toute la psychologie qu'il y a derrière ce genre de relation-là. Très Dark Academia pour le coup aussi. Et en fait, tu réalises vraiment que Alice fonctionne comme ça pour survivre, parce que si elle n'a plus cette justification pour tous les actes qu'elle commet et pour toutes les souffrances qu'elle-même vit, alors tout ce qu'elle a fait, c'était pour rien. Et elle s'accroche aux branches. Mais on voit tout son cheminement qui évolue au fur et à mesure du livre, et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Il y a juste la toute fin que je ne peux pas vous dire, pour ne pas vous spoiler, mais j'en ai très envie. Je sais que il y a quelque chose qui se passe, un changement, on va dire, dans sa perception des choses et dans ses objectifs de vie. Et j'ai vraiment pas pu accrocher avec ça. J'ai trouvé que c'était trop intense et trop soudain. Et ça fait partie des choses qui m'ont un peu titillé négativement à la fin du livre d'ailleurs. Donc oui, au final, parce que ça fait longtemps que je parle de ce livre et je pourrais encore en parler vraiment longtemps, je vous jure. Malgré certains éléments dans, on va dire, le dernier quart du livre, certaines évolutions de personnages, certains choix qui ont été faits par l'autrice qui n'auraient pas été ceux que j'aurais aimé voir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est vraiment un livre qui est centré sur la littérale descente en enfer d'Alice et à quel point ça va la transformer, et je trouve qu'à ce niveau-là, l'exercice est vraiment réussi. Donc je ne peux que vous le recommander, mais si vous gardez en tête à quoi vous attendre avec ce livre. Je pense que c'est important de le savoir pour pas être déçu. Là maintenant, ce matin, petit programme tranquille, comme j'essaye de le faire. Je veux commencer mon painting by color, et puis j'irai sûrement me faire une de mes petites marches avant de continuer le readathon avec mes patrons cet après-midi. On a des reading sprints aussi, et je pourrai attaquer ce qui va être la dernière lecture de ce vlog, je vous l'annonce, parce que j'aurai pas le temps pour un autre. Blood Over Bright Heaven, et j'ai vraiment hâte. Je pense que la petite marche et tout, la petite pause ce matin, ça va me faire du bien avant de me replonger dans un autre Dark Academia aussi.
C'est la pause. Fin de notre première section. Et oh my god. Comment je vais survivre à ce livre? Déjà, le premier chapitre, j'ai vraiment failli pleurer. C'était tellement intense ce qui se passait. Je m'en suis pas remise. Et c'était que le tout début. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. On vient de terminer notre première session Reading Sprint de la journée. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une update maintenant. Parce qu'après... je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je me régale. J'en suis à 18% du livre là et j'ai juste envie de m'y replonger. Oh, franchement déjà le début commence très fort et donc voilà quoi, tu veux plus lâcher. Donc pour rappel, Blood Over Bright Heaven, un one-shot fantasy, on aime ça. On a Siona qui est une jeune femme brillante, qui est très forte en magie et tout, et qui en fait va pour participer à un concours pour devenir haute mage. Et dans cet univers-là, bien sûr, les femmes ne sont pas assez douées pour être haute mage. Mais les hommes étant gentils, tous les 10 ans, ils offrent une place. Et pour le moment, il n'y a aucune femme qui n'a réussi à avoir cette place. Une tous les 10 ans. Donc Fiona a un petit peu de pression, et il se trouve qu'elle va réussir à passer, parce qu'elle est extrêmement douée. Mais ça va juste être le début d'encore plus de problèmes parce que bien sûr les hommes n'acceptent pas qu'une femme soit leur égale, voire leur supérieure en termes de pouvoir magique. Donc on sent bien qu'ils vont lui faire la misère. Elle s'est déjà pris plein de remarques et tout en mode elle est pas arrivée là à cause de son talent. Et même si toute sa vie elle a dû vivre avec ça un peu, ça va être encore pire là. Et l'humiliation est encore plus forte quand on va lui donner le concierge en tant qu'assistant de recherche. Tous les autres, ils ont des assistants de recherche qui sont des gens qui ont étudié la magie et tout, et qui sont quand même bons. Elle, on lui donne lui parce qu'on est comme... de toute façon, tu vas pas rester parce que t'es une femme et t'es nulle. Et donc, elle va décider de contrecarrer leur blague en le prenant vraiment comme assistant de recherche. Et ce concierge-là, c'est Tomil, qui nous a été introduit de façon extrêmement dramatique dans le premier chapitre. Parce qu'en fait, on retourne au début du livre, il fait partie d'un groupe qui est sur le point d'être extinct. C'était une civilisation où il y avait des milliers d'individus, mais petit à petit, ils ont été tués par une espèce de force magique. On comprend pas bien, mais c'est vraiment violent. Ça s'appelle The Blight. Je suis pas sûre de comment ce serait traduit en français, mais c'est comme la calamité, la désolation peut-être. Et en fait... tu le vois alors qu'il est avec quelques membres de sa famille qui ont survécu et des membres de son groupe, ils sont une 50aine, et il s'apprête à traverser un lac gelé pour rejoindre la ville de Tiran, qui est la seule ville protégée de cette désolation par une barrière magique. Et tu les vois en fait foncer à travers le lac et se faire absorber, pulvériser littéralement par cette espèce de désolation. Et il voit petit à petit tous les gens qu'il connaît mourir. Et il arrive au bout, seul survivant, avec sa nièce. Et je vous dis, ça c'est un peu spoilant, mais en même temps c'est dans le premier chapitre. Et je veux vraiment vous faire comprendre le poids que ce livre amène dès le début. Donc on voit vraiment cette course effrénée à travers la glace et tout ce qu'il doit faire pour arriver à traverser le lac et arriver dans la ville. Et là il arrive dans la ville à moitié mort avec sa petite nièce dans les bras. Et en fait, le premier truc que les gens disent c'est si tu peux pas travailler, on te renvoie dehors. Voilà. On t'envoie te faire détruire complètement avec une petite qui a 2 ans. Voilà, ça pose de problème à personne. Et en fait, très vite, on voit que dans le livre, il y a 2 types de discrimination très fortes. Celle des hommes envers les femmes, mais aussi celle de cette couche de la société, les habitants de Tiran et de cette civilisation-là, versus ce qu'ils appellent les Quen, qui sont comme... vus comme des gens très bêtes et qui sont juste bons à faire certains types de métiers et tout ça. On peut faire plusieurs parallèles avec tout ça et notre propre réalité aussi d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que, au-delà du fait qu'elle est une femme, maintenant son assistant de recherche c'est un Quen qui est très mal vu par tout le monde et par elle aussi. Donc elle-même va devoir faire face à ses propres préjugés. Elle a déjà eu des pensées extrêmement choquantes, on va dire, quand on les lit d'un regard extérieur. Donc je pense que ça aussi, ça va être un enjeu intéressant. Moi, j'aime déjà beaucoup le personnage de Tomil. Parce que juste dans ce premier chapitre, tu vois quel type de personne il est, et c'est tellement prenant et t'as envie de le protéger et tout, et puis suite à ça, pouf, tu passes du point de vue de Fiona, et tu vois comment elle le voit et tout, et c'est hyper différent. Et j'ai vraiment hâte de voir leur relation se développer. Je sais pas s'il va y avoir de la romance ou pas, mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir comment elle va se retrouver challengée alors qu'elle-même doit faire face
à tous les préjugés et toute la discrimination dont elle est victime en tant que femme. Je pense que ça va être hyper intéressant. L'univers magique est un peu compliqué à comprendre, mais ils utilisent une espèce de machine à écrire magique pour écrire leurs formules. Ils font certains calculs vraiment précis aussi, il y a des mathématiques impliquées, et si j'ai bien compris, ils vont aller chercher l'énergie, la siphonner dans notre monde pour faire de la magie et amener la magie. Moi je lis ça et je me dis, la désolation ça pourrait être bien eux-mêmes qui l'ont créé à siphonnant l'énergie dans notre univers. Peut-être, on verra si j'ai raison ou pas, mais c'est ma théorie actuelle. C'est quand même intéressant à voir comment ça fonctionne, ça me rappelle un petit peu le Brandon Sanderson dans vraiment la méthodologie de la magie. Le personnage de Fiona me rappelle à la fois le personnage d'Alice dans Catabasis, mais surtout le personnage de Woods Etienne dans Iron Widow, qui est un personnage que j'adore. Et les deux, c'est vraiment des femmes qui vont voir des hommes en position de pouvoir et qui vont dire « mais pourquoi ce serait pas moi ?» et qui vont tout faire pour accomplir ça. Et je trouve que c'est quand même intéressant à voir. Donc je pense que vous le voyez, je suis très très enthousiasmée par cette lecture. J'espère que ça va continuer, mais là j'ai surtout hâte de m'y remettre. Je vais faire une petite marche d'abord quand même. J'ai quelques courses à faire, m'aérer un peu la tête, mais après je m'y replonge. Oh, je sens que ça va être bien. En tout cas, j'espère. And when he died in 1714, he left money in his will to fund this building. So this is Tolkien's College. It's also the American-born poet and playwright T.S. Eliot's college. Je vous reprends pour conclure ce vlog et vous donner mon avis sur Lord Over Bright Heaven. C'est un 5 étoiles, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, ce livre m'a fait vivre beaucoup trop d'émotions. J'ai pas filmé mes réactions à la fin, les Cupas l'auront vu pendant mon live reading sprint, mais ce livre est très intense, très intense. Et je savais que l'autrice n'avait pas peur de ce qu'elle faisait à ses personnages, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans The Sword of Kagan. Et donc je m'attendais un petit peu à tout avec elle. Et des fois ça fait du bien de lire ce genre d'auteur ou d'autrice qui osent faire des choses à leurs personnages dont ils ne reviennent pas, qui les transforment complètement ou autre. Et donc je suis contente d'avoir lu un livre où il se passe ce genre de choses, même si c'est très dur à lire. Je trouve que ça fait du bien d'avoir toujours des lectures où t'es dans l'incertitude vraiment, où t'es pas comme « ah oui, tout va bien se finir ». Emma Wang, elle a pas peur de tuer des personnages qui étaient importants, elle a pas peur de laisser plein de choses en suspens à la fin de ses livres, et c'est vraiment une fin parce que c'est un stand-alone. Je veux pas de suite, laissez-moi là-dessus. Non, en vrai, si, j'aimerais bien une suite aussi quand même. Mais j'aime l'idée que ce soit un stand-alone, et que tout ne soit pas résolu, et qu'on n'ait pas toutes les réponses, et que tout ne soit pas beau dans le meilleur des mondes à la fin du livre. J'aime la frustration presque que ça apporte, mais genre, du coup, c'est positif. Mais au-delà de ça, au-delà de toutes les émotions que j'ai ressenties dans la lecture, l'histoire était vraiment prenante. L'univers, les personnages, vraiment, je l'ai dévoré. C'est pas nécessairement des messages hyper innovants, parce qu'on revient sur des sujets qui touchent à tout ce qui est assimilation forcée, culturelle, et discrimination envers des gens d'autres communautés, ce qui est une thématique récurrente à l'humanité, malheureusement. Là, dans le livre en particulier, ça me faisait beaucoup penser au génocide des communautés autochtones qu'il y a eu en Amérique du Nord, mais je pense qu'on pourrait faire plein d'autres parallèles dans plein d'autres parties du monde, à plein d'autres époques aussi. Mais toutes les réflexions du coup sur les inégalités, déjà entre les hommes et les femmes, la place des femmes, tout ça c'était comme très présent. Mais en plus de ça, la partie qui j'ai trouvé aussi encore plus forte et qui amenait plus de réflexion, ou en tout cas je pense que la partie dans laquelle l'autrice voulait solliciter plus de réflexion, plus de condamnation de certains comportements et les mettre en pleine face en fait. C'était vraiment la partie sur comment les Quen, donc les communautés qui vivaient en dehors de la ville qui est protégée par la barrière magique, Tyron, comment est-ce qu'ils sont traités abominablement, considérés vraiment comme même pas humains, et tout ce qui a été fait en fait, qui a amené à la destruction de leurs différentes cultures et tout. Je trouvais que c'était très parlant, et en fait ça vient vraiment te chercher, et tu peux pas t'empêcher de faire des parallèles avec, comme je vous disais, la
la vraie vie, et c'est des choses qui malheureusement restent très vraies encore aujourd'hui. C'est des choses qui se passent dans le monde, et d'un côté tu perds un peu l'espoir dans l'humanité. Et c'est ce que je trouve intéressant avec cette autrice, c'est que dans ce message il y a de l'espoir, mais il y a aussi beaucoup de fatalisme d'un côté, que les choses vont pas forcément bien se finir, parce que ça a l'air que c'est dans la nature de l'humanité de vouloir asservir ce qui est différent et dénigrer ce qui est différent et plein d'autres choses horribles. Et je trouvais que c'était très bien représenté dans le livre. Même si c'était des messages connus, la façon dont ils étaient transmis, qui était très direct quand même. Si c'est quelque chose que vous aimez pas trop, c'est pas sous-entendu ni rien, non. C'est quand même très direct et il y a plein de discussions là-dessus. Mais je trouvais que la façon de le faire était vraiment bien. Et tu souffres avec les gens en fait, et tu es frustré de la situation dans laquelle ils sont piégés et tout. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'étais investie émotionnellement à 200% dans ce livre. Tome Hill. Je l'ai aimé, du premier chapitre de la première page à la dernière. J'ai beaucoup aimé aussi la structure de l'histoire et comment l'autrice termine le livre. Ça fait un bel écho à comment ça a commencé et vraiment c'était très très chouette. Donc même s'il y a des petites choses peut-être que je trouve un peu trop appuyées, j'étais comme ok on a compris, puis c'est un peu lourd peut-être de revenir encore là-dessus. En même temps je comprends ce que l'autrice a voulu faire et ça n'a pas empêché que vraiment j'ai trouvé que cette lecture était très percutante et j'ai hâte pour vous qu'il soit traduit en français. C'est un petit peu violent aussi, mais ça va. Genre Catabasis c'était beaucoup plus. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir fait ce vlog parce que après plusieurs où j'ai eu des lectures très bof, des abandons ou des choses que j'aurais aimé abandonner, là, ça a super bien été, on est monté crescendo en fait. Le moins bon c'était The Secret History, le maître des illusions, mais comme je vous dis, je regrette absolument pas de l'avoir lu parce que c'est quand même très intéressant comme lecture et fondateur du Dark Academia. Catabasis j'ai adoré, et Blood Over Bright Heaven encore plus, donc la vie est belle, qu'est-ce que j'aime les vlogs lecture comme ça. Le Dark Academia, quand c'est bien fait, je suis jamais déçue, c'est vraiment un sous-genre qui me parle énormément, je pense, et que je vais continuer à explorer. Je pense quand même que j'ai pas mal pioché dans ma liste des titres que j'avais, donc il va falloir que j'en cherche d'autres, que j'espère peut-être des nouvelles sorties aussi. Ce serait pas mal. Et sinon, pour revenir à Oxford, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis allée visiter la... Ben non, vous l'aurez pas vu. Enfin, vous l'aurez vu en partie. La Radcliffe Camera, que j'avais très très hâte de faire, mais c'était interdit de filmer et de faire des photos à l'intérieur, parce que c'est une bibliothèque d'études, donc il y avait plein d'étudiants qui y étaient, mais c'était vraiment incroyable. L'architecture, c'était trop beau si vous avez la chance de le faire. Je trouve que ça vaut la peine. Moi, j'avais pas envie de partir, j'avais envie de rester étudier aussi. Honnêtement, c'était vraiment très cool. Et puis après, le reste d'Oxford aussi, c'était sympa d'avoir un peu plus d'explications sur le fonctionnement de l'université, des collèges qui composent l'université. Ils nous expliquaient que c'était un peu comme un fonctionnement fédéral. Chaque collège est indépendant, mais l'université chapeaute tout ça. Les différents collèges, certains cours et tout. C'était vraiment très cool. J'ai pu lui demander aussi un peu plus de choses sur Tolkien, donc il m'a indiqué 2 collèges. Un où Tolkien avait étudié et l'autre où il avait enseigné. Donc je pourrais essayer d'aller les voir dans mon vlog spécial Tolkien. J'ai trop hâte. Et c'était vraiment cool. Je suis contente d'avoir pu faire cette deuxième visite-là. J'avais peur, je pense que vous avez dit que ça fasse répète avec la première, mais au final on a quasiment pas fait les mêmes choses. Vraiment très chouette. Et c'était une belle manière de conclure ma semaine Dark Academia, même si techniquement j'ai encore un film que je vais voir avec mes Patreons ce soir. Pour finir notre readathon Dark Academia, on va regarder Frankenstein de Guillermo del Toro, qui est sorti cette année. Mais pour le vlog, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu de profiter de cette ambiance-là, que les livres vous auront intrigué. Dites-moi si je vous ai donné envie d'en lire certains. Si vous avez lu le livre Dark Academia, qu'est-ce que c'est vos livres préférés dans le genre. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji zombie. Parce que j'ai pas d'autres idées. Et parce que ça me fait penser à Frankenstein. Donc on va y aller avec ça. Et je termine d'ailleurs en remerciant mes Patreons, les capaces qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu pour cette chaîne, à essayer de trouver d'autres idées de vidéos, à expérimenter plus. Merci infiniment. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, d'avoir accès à nos Discord de discussion, à nos lectures communes, à des vidéos exclusives, des petits behind the scenes de la préparation du Cold Winter Challenge, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.